20h, voici les titres. Phase d'urgence du projet 2, les travaux ont démarré et seront terminés à la fin du mois de mai selon le ministre des collectivités territoriales. Il a visité les chantiers. Dans le projet 2, phase d'urgence, 15 milliards de francs CFA sont investis pour lutter contre les inondations à Keur-Massar. En pleine pandémie de Covid-19, la protection de l'enfance défavorisée reste une priorité pour le ministère de la Famille. Des opérations de retrait des enfants de la rue sont lancées. Nous en parlerons avec le secrétaire général de ce ministère, M. Mame Gor Diouf, est notre invité ce soir. Le World Hijab Day est célébré ce 1er février, une journée pour lutter contre les préjugés sur le voile islamique. Le hijab qui a su se faire une place dans la garde-robe de nombreuses femmes, signe de foi ou effet de mode, Ndeye Aïda Dia lève le voile sur le hijab. Le CHAN 2020 est le dernier carré. Le Cameroun, le Maroc, le Mali et la Guinée sont en demi-finale. Ils ont décroché leur qualification à l'issue de passionnants quarts de finale. Dans ce journal, le round-up de ces matchs avec Ibrahim Mboub. Bienvenue à tous. Les travaux de la phase d'urgence de projet 2 sont bouclés fin mai. L'assurance est du ministre des collectivités territoriales. Omar Gueye a visité le chantier de Mbao où un bassin de rétention est en cours de réalisation. Les entreprises travaillent 24 heures sur 24 pour respecter les délais de livraison. 15 milliards de francs CFA sont investis dans la phase d'urgence du projet 2 pour lutter contre les inondations à Keur-Massar. Salou Seck revient sur les travaux menés dans le cadre de ce projet, un projet qui avait été annoncé par le chef de l'État. Nous allons poursuivre et accélérer le programme décennal de lutte contre les inondations. Et dans ce cadre, je puis vous affirmer d'ores et déjà qu'une enveloppe de 30 milliards est disponible. Donc le projet 2 et 3 pourront être engagés immédiatement. Comme annoncé par le chef de l'État, le projet 2 est dans sa phase de mise en œuvre. Dans la forêt classée de Mbao, les engins tournent à plein régime. Ici, d'importants travaux sont en train d'être effectués pour le drainage des eaux pluviales. Objectif, régler définitivement la problématique des inondations à Keur-Massar. Il y a la réalisation de bassins d'écrêtage et de régulation du flux des eaux qui viennent surtout de l'intérieur de Keur-Massar. Il y a également des canalisations qui seront réalisées. Et au-dessus de ces canalisations, il y aura de la voirie en pavé. Donc c'est ce qui est prévu pour que toutes les eaux qui seront dans l'agglomération, à l'intérieur même de l'agglomération de Keur-Massar, sur les quartiers les plus touchés comme Camibas, Alajipat et autres, seront vraiment sauvés des risques d'inondation. Sur le site, l'engagement des entreprises est total. Nous avons pris l'engagement qu'avant livraison, c'est-à-dire sur les 5 premiers mois, de livrer l'essentiel du réseau de drainage de ce projet. Actuellement, nous sommes déjà en avance par rapport au planning prévisionnel des travaux. Nous continuerons à être en avance par rapport à ce planning. Nous sommes engagés aussi à respecter aussi les délais, conformément aussi aux besoins du maître d'ouvrage, qui est l'ADM. Parce que nous travaillons en parfaite collaboration avec le maître d'ouvrage. Ces réalisations entrent dans le cadre de la phase d'urgence du projet 2. Au total, 15 milliards de francs CFA ont été mobilisés par l'État pour démarrer les travaux. Il est heureux de constater aujourd'hui que ces deux entreprises ont démarré les travaux. Ce que nous leur avons demandé avec insistance et sur laquelle les entreprises ont répondu favorablement, c'est de faire en sorte qu'à la fin du mois de mai, les travaux puissent être terminés dans sa phase d'urgence pour permettre de drainer les eaux de Keur-Massar et environ et permettre ainsi de soulager les populations. Moi, en qualité de ministre donc, des collectivités territoriales, je suis rassuré. Après la première phase du projet qui a permis de régler la question de l'assainissement dans certains quartiers de Keur-Massar, place maintenant au projet 2. Pour sa mise en œuvre, tous les acteurs se sont engagés à œuvrer pour le respect des délais. Phase d'urgence du projet 2, les travaux ont démarré et seront terminés à la fin du mois de mai. Le projet 2, c'est pour lutter contre les inondations à Keur-Massar.
La dépollution de la baie de Hann nécessite la mise en œuvre d'un projet de collecte et de traitement des eaux usées. Aussi, le directeur général de l'ONAS et les partenaires ont-ils effectué une visite pour constater la mise en place du projet de dépollution, un projet estimé à 74 milliards de francs CFA. Le reportage de Aminatou Lamarana Diallo et Maman Moussagnan. Dépolluer la baie de Hann, ce joyau de la nature aujourd'hui détruit, c'est le but de ce projet qui lie l'ONAS et ses partenaires. Dans le cadre de sa première sortie officielle, le directeur général de l'ONAS a parcouru les différents sites qui abritent le projet. Sur place, le chantier prend forme. On est au niveau des travaux de l'intercepteur. On a commencé une portion d'exécution, de pose des canalisations. Donc je crois que c'est un début de commencement. Il faut dire, comme quoi, avant de commencer les travaux, il faut se rassurer d'un ensemble d'études, d'un ensuite géo, donc hydrogéologique, topographique, tout ça, je crois qu'il faut se rassurer d'abord de ces études-là pour pouvoir démarrer. Avec 80% des études déjà réalisées, les travaux ne vont pas tarder à démarrer. Ils vont surtout profiter aux habitants de Hann Bel-Air, d'Alifort, Thiaroye et Mbao, avec un réseau de canalisation de 30 km. On est passé d'étude en étude. C'est pour vous dire toute cette synergie qu'il y a autour de cette problématique baie de Hann et que je pense qu'avec cette mobilisation technique financière, mais surtout l'engagement des populations, nous permettra en tout cas d'avoir un vieux rêve qui se réalise. Ces études-là sont à 80% réalisées. Maintenant, une fois évidemment ces études terminées, on ne va pas se limiter seulement, on ne va pas attendre. Donc on continue de réaliser les canalisations, mais d'ici 15 jours, d'après le chef de projet, d'ici 15 jours, un mois plus tard, ils vont commencer aussi les réalisations des stations de pompage. Là, c'est fondamental. Et c'est comme ça, évidemment, que ça va continuer. Hein? Donc, évidemment, les autres lots sont en cours, tout simplement. Donc, les entreprises sont en cours de recrutement au niveau des autres lots. Que ce soit la station d'épuration, l'émissaire, évidemment, donc les réseaux secondaires, les 15 km, tout ça, je crois qu'il y a la sélection, évidemment, est en cours. À l'issue de ce projet de dépollution de la baie de Hann, 500 000 personnes auront accès à un assainissement adéquat et 120 industriels raccordés au réseau d'assainissement, le tout pour assurer de meilleures conditions de vie aux populations. De nouveaux axes de coopération en perspective entre la gendarmerie nationale et les éléments français au Sénégal. C'est ce qui ressort de la réunion de coordination sur la coopération entre les deux entités. Une rencontre présidée par le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, le général Jean-Baptiste Tine. Le compte-rendu de Moussa Mané. Il s'agit de faire le point sur la coopération entre la gendarmerie nationale et les éléments français au Sénégal. En 2020, ces derniers ont contribué au renforcement des capacités avec la formation tactique des escadrons de surveillance et d'intervention basés à Linguère, Bakel, Ourossogui, Kédougou. C'est le cas aussi pour le GIGN, un partenariat gagnant-gagnant. C'est un partenariat qui doit s'inscrire sur le temps long. Et donc, passer de la formation ensuite à un entraînement commun, les uns qui invitent les autres, on s'entraîne ensemble. Comme ça a déjà été fait, comme on va pouvoir continuer. On vous a proposé quelques opportunités, que ce soit au Sénégal ou éventuellement dans la sous-région, au travers de quelques centres internationaux. On a évoqué la Côte d'Ivoire, mais pas que. Et ça peut aller ensuite, éventuellement, et ça c'est une décision avant tout politico-militaire, qui évidemment engage les autorités locales, jusqu'à ce que j'appellerais un accompagnement sur certaines opérations. Face aux défis sécuritaires, la gendarmerie nationale sénégalaise doit à tout moment renforcer ses capacités opérationnelles. 2021 débute avec de nouvelles perspectives. Parmi les activités à mener, il y a le renforcement de capacités dans la cybersécurité, les missions prévotales, l'élaboration du système informatique de gestion des ressources humaines de la gendarmerie. 2021, à mon sens, c'est un changement de gamme dans la relation, dans le partenariat que les EFS ont avec la gendarmerie sénégalaise, et j'en suis très heureux et très fier en général. Voilà. Ce sont des objectifs qui sont ambitieux, pragmatiques, mais qui me semblent atteignables. Voilà. Et nous ferons tout pour rester à vos côtés et qu'ensemble, voilà, on puisse atteindre ces objectifs. Avant de clôturer cette réunion de coordination, le général de corps d'armée Jean-Baptiste Tine a offert aux partenaires 3 chevaux qui vont renforcer le cercle hippique des éléments français au Sénégal.
Je vous le disais en titre, le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants poursuit les opérations de retrait des enfants de la rue. Et pour en parler, nous recevons le secrétaire général de ce ministère, M. Mame Gor Diouf. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, Madame Rougatou Bagnaï. Merci de l'invitation. Alors, ces opérations sont menées en pleine pandémie de Covid-19. Alors, l'objectif est clair, c'est de protéger ces enfants. Absolument, ces opérations de retrait des enfants de la rue sont déroulées conformément aux instructions de M. le Président de la République qui a instruit le gouvernement à assurer davantage la protection de tous les enfants, surtout des enfants en situation de rue dans le contexte de la pandémie. Enfants en situation de rue renvoient aux enfants qui sont en rupture totale, qui n'ont aucune attache familiale et qui vivent permanemment dans la rue, soit dans des grottes, au niveau des rochers, même dans des marchés. Enfants en situation de rue renvoient également aux enfants qui fréquentent des daras, qui mangent dans la rue, mais également les enfants qui accompagnent des adultes qui mangent. Bref, tous les enfants en situation de rue doivent être protégés, donc retirés pour être sécurisés dans des endroits en perspective à leur retour en famille. Alors, ces opérations ont été lancées depuis le mois de mars 2020 sous l'égide de Mme Salimata Diop-Dieng, ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, en étroite collaboration avec tous ses collègues ministres en charge de la justice, de l'intérieur, des affaires étrangères pour les enfants de nationalité donc étrangère, du ministère également de la Santé, du ministère de l'Éducation, bref, tous les ministères sectoriels en première ligne qui ont un mandat par rapport à la protection des enfants. Et ces opérations également engagent les autorités administratives sous l'égide des gouverneurs de région, mais surtout les préfets qui président les comités départementaux de protection des enfants. Aujourd'hui, nous avons fait le maillage territorial. Tous les 45 départements ont des CDPE qui regroupent au-delà du préfet qui en est le président, le maire, le vice-président, l'ensemble des acteurs, donc les services déconcentrés, mais également la société civile et les acteurs des daras, donc les associations religieuses, Badiane Gor et autres. C'est au cœur de ce dispositif que les opérations se déroulent véritablement et donc le ministère coordonne avec l'appui des partenaires. Et ces opérations ont permis, donc dans une première phase qui a été déroulée de mars au mois de novembre, de faire un bilan qui est marqué par le retrait d'au moins 5333 enfants, donc retirés effectivement de la rue. Et plus de 80% de ces enfants ont été retournés en famille. Et nous continuons les opérations après avoir évalué les limites, mais également les leçons tirées. En termes de limites, nous devons davantage mettre l'accent sur le suivi pour éviter que les enfants retournés reviennent à Dakar, parce que c'est un risque réel. Autre limite notée, nous devons amplifier davantage la communication pour atteindre, au-delà d'éventuels maîtres coraniques qui ne sont pas d'accord ou bien qui ne comprennent pas l'enjeu de cette question, qui est l'intérêt supérieur des enfants qu'il faut protéger. Nous devons toucher également les familles, les parents qui envoient leurs enfants dans les villes, dans les camps ou dans les milieux urbains pensant qu'ils étudient, mais qui en réalité sont exploités aux fins de mendicité. Et autre acteur à impliquer davantage, c'est les collectivités territoriales, parce que dans l'espace des terroirs, véritablement, que nous voyons des daras ou des soi-disant daras dans des maisons inhabitées ou bien dans des maisons inachevées où les enfants sont traités dans des conditions inhumaines. Et par conséquent, cette situation est contraire à nos valeurs, est contraire même aux préceptes de l'islam, mais contraire à nos lois et règlements. L'image des enfants en situation de rue écorne véritablement donc, la dignité est contraire à nos valeurs et par conséquent mérite aujourd'hui plus que jamais un élan national de toutes les forces vives de la nation, les autorités religieuses, les familles religieuses, mais également les acteurs des daras à côté de l'État. Et aujourd'hui, concrètement, comment se déroulent ces opérations? Quelles sont les structures qui vont accueillir les enfants et pour combien de temps? Alors, dans le cadre de la pandémie, véritablement, tous les enfants retirés de la rue sont mis à l'abri, donc en termes de protection d'urgence, au niveau de centres d'accueil publics et privés. Comme centre d'accueil public, il y a tous les services de la DSPS, la Direction de l'Éducation et de la Protection sociale, du ministère de la Justice, qui a mobilisé tous ces centres sur toute l'étendue du territoire national. Ce sont les centres de sauvegarde, les centres de premier accueil, les AEMO, tous sont mobilisés. À côté de ces centres, il y a le centre national Guindi du ministère de la Famille. Il y a également les centres d'accueil des collectivités territoriales, notamment de la ville de Dakar. À côté de ces centres publics, toutes les ONG qui accompagnent l'État dans le cadre du réseau COSAYED, Empire des enfants, donc SAMU social et autres, ont mis à la disposition dispositif donc, de l'État leur centre.
Et dans ces centres, ce sont des professionnels aguerris, des éducateurs spécialisés, des travailleurs sociaux, des volontaires formés sur les normes de protection de l'enfant qui accueillent ces enfants et qui déroulent des protocoles conformes à leur sécurité avec tous les services, l'alimentation, la santé, la nutrition, pour s'assurer qu'ils n'ont pas été contaminés, mais pour s'assurer également qu'ils séjournent véritablement dans des conditions de sécurité. Et c'est durant ce séjour-là, qui peut durer de 3 à 1 semaine, voire 15 jours, c'est la moyenne, ces éducateurs spécialisés, ces professionnels travaillent pour retrouver leur famille, donc en contactant les CDPE des zones d'accueil. Et maintenant, la difficulté est que parfois ces enfants ont quitté leurs parents depuis très longtemps, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de contact, et les soi-disant maîtres coraniques qui les exploitent dans les villes ne coopèrent pas véritablement parce qu'ils ne donnent pas les adresses. Mais justement, est-ce que donc ce retour en famille est efficace? Est-ce qu'il y a des résultats probants? Oui, c'est efficace parce que je viens de vous dire véritablement que sur les 5333 enfants retirés, plus de 80%, retirés du moins, plus de 80% sont retirés en famille. Et nous faisons un travail de suivi avec les CDP des zones d'accueil, mais également avec les services déconcentrés de la justice, de la DSPS, de l'action sociale. Donc, bref, c'est un travail important qu'il faut consolider. Parce qu'il y a le retour en famille, mais au-delà, nous devons consolider pour que ces enfants restent dans le terroir, apprennent le Coran, apprennent un métier et puissent s'insérer dans la vie socio-éducative. Une consolidation avec tous les acteurs. Oui, fondamentalement, c'est tous les acteurs. Le dispositif est articulé au niveau national sous l'égide du ministère, avec tous les ministères sectoriels que je viens d'évoquer, la justice pour la dimension prise en charge au niveau des centres, la santé pour les aspects donc, de santé, l'éducation, donc tout le paquet de services, les affaires étrangères, parce qu'il y a des enfants étrangers et nous préparons également le retour dans ces pays. Maintenant, les acteurs à la base sont fondamentalement interpellés. Il s'agit d'abord des parents qui ont la responsabilité de veiller à l'éducation et à la protection de leurs enfants. Par conséquent, ils ne doivent pas les confier à n'importe qui. Il y a de véritables maîtres coraniques, de véritables dares qui continuent dans le temps et dans l'espace, que ce soit à Tivaouane, à Touba, à Djamal, à Koki, à Matam, véritablement à donner aux enfants une éducation religieuse dans un environnement protecteur. Ces maîtres coraniques, ces dares, ont le soutien de l'État. Et l'État s'est résolument engagé, c'est le du président, à renforcer tous les programmes en faveur des dares, parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants, du développement de nos valeurs et donc de la religion qui est sacrée. Donc l'État ne saurait combattre la religion, encore moins des dares ou de véritables maîtres coraniques conformes à ce dispositif. Et par conséquent, d'importants programmes sont en cours. Il y a le programme de modernisation des dares, d'un budget de plus de 10 milliards avec l'appui de la Banque islamique de développement. Il y a le programme d'appui à l'équité et à l'égalité dans les dares, paquet dares, donc qui vise à renforcer les conditions d'apprentissage et pédagogique au niveau de 240 dares. Mieux, au niveau de notre ministère, ces deux programmes sont au niveau du ministère de l'Éducation. Au niveau du ministère de la Famille, à la faveur du programme d'investissement dans les premières années de la petite enfance, le PIPADH avec la Banque mondiale, avec un budget de plus de 62 milliards, nous avons engagé la construction de 14 dares modernes et des dares préscolaires, donc au niveau préscolaire, au niveau de cette région. Également, nous avons prévu la contractualisation avec 100 dares pour renforcer les conditions d'apprentissage et la pédagogie. Mieux, également, nous allons très prochainement vers une cartographie nationale des dares pour voir exactement quels sont les dares conformes à la religion et conformes aux normes de protection, mais quels sont les soi-disant dares qui, au nom de la religion, exploitent ces enfants, une situation qui est contraire, je vous l'ai dit, à nos valeurs, mais une situation d'exploitation pure et dure, en violation du code pénal, en violation de la loi sur la traite. Il faudrait peut-être veiller à l'application des lois. Absolument, c'est une dimension. Lors de l'évaluation, l'une des faiblesses notées, à côté du suivi à renforcer et de la communication à amplifier, c'est l'application de la loi. Mais véritablement, vous avez noté à gauche, à droite, de soi-disant maîtres coraniques qui, pour la moindre action de l'État, s'érigent en bouclier pour dire que l'État combat l'islam ou combat les dares. Ce qui est archi faux. Le président de la République a autour de lui des conseillers venant de toutes les familles religieuses, véritablement, et accompagne toutes les familles religieuses, donc accompagne le développement des dares et de l'islam. Le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre, de la Protection des enfants, idem, travaille pour les dares en tout temps et en tout lieu. Et donc, ces acteurs-là, véritablement, sont invités à rejoindre la dynamique. S'ils ont besoin d'informations, nous avons engagé le dialogue depuis le mois de novembre. Et ce dialogue-là est permanent et ce sont les instructions du président. Et donc, véritablement, au-delà de cette dimension pédagogique, au regard du processus,
une dimension pédagogique pour les inviter à comprendre que ce phénomène des enfants de rue doit cesser. L'autre dimension dissuasive, c'est de les inviter à arrêter ce phénomène d'exploitation parce que c'est contraire aux lois. Et l'autre dimension sera la répression parce que véritablement, il est temps de mettre un terme à ce phénomène. Merci beaucoup, Monsieur Mame Ngor Diouf, secrétaire général du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. Je rappelle que ce ministère poursuit ses opérations de retrait des enfants de la rue et ces opérations sont menées en pleine pandémie de Covid-19 pour justement protéger ces enfants. La pandémie de Covid-19 au Sénégal, on en parle avec ce chiffre record. 404 nouveaux cas ont été répertoriés et ces dernières 24 heures, 10 décès ont été enregistrés, 54 cas graves recensés. Les chiffres du Covid-19 avec le directeur du SNEPS, le Dr Ousmane Gueye. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 2411 tests réalisés, 404 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 16,76%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 126 cas contacts suivis par nos services, aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays, 278 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 29 à Thiès, 25 à Saint-Louis, 20 à Mbour, 15 à Louga, 9 à Dakar Plateau et Touba, 8 à Yoff, 7 à Kaolack, 6 à Diofior, Diourbel, Keur Massar, Point-E, Rufisque et Tivaouane, 5 à Koki, Kaffrine, Mariste, Parcelles Assainies, Petit Mbao, Pikine, Popenguine et Zac Mbao. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective, notamment le port de masque, le lavage fréquent et régulier des mains et la distanciation physique. Voilà. Et pour le ministre de l'Artisanat qui était à Ziguinchor pour lancer la distribution des appuis alloués aux artisans, 5 milliards de francs CFA pour permettre aux artisans des 3 régions de faire face à la crise. Le docteur Papa Amadou Ndiaye en a profité pour réaffirmer la volonté de l'État d'allouer une partie de la commande publique aux artisans locaux. Abdoulaye Sinkari. C'est au total 5 milliards de francs qui sont alloués aux artisans de la Casamance naturelle pour faire face à la crise. Et chaque membre inscrit va recevoir 150 000 francs. Chaque région, en fonction du nombre d'inscrits, on fera un calcul et c'est au prorata du nombre d'inscrits par rapport à la somme de 5 milliards que chaque région aura le nombre exact de récipiendaires. Les artisans, fiers de recevoir un ministre qui pour la première fois s'occupe exclusivement de leur secteur, n'ont pas manqué d'exprimer les doléances. Qu'une action forte et structurelle y soit réalisée afin de le construire entièrement. On risque de voir plus de 110 artisans entraînent dans une ère de précarité dramatique. Pour le village artisanal de Ziguinchor et le centre de formation de Diembéring, les financements sont déjà acquis selon le ministre. Et il réaffirme la volonté de l'État d'allouer une bonne partie de la commande publique aux artisans du pays. Le président avait pris l'engagement de donner 15% du mobilier national aux artisans. Mais aujourd'hui, après 2-3 ans, nous sommes à au-delà de ces 15%, parce que nous sommes entre 20 et 30% actuellement. Et notre objectif, ce n'est pas de rester à 15 ou 20%. Notre objectif, c'est d'aller jusqu'à avoir 80 à 90% de la commande publique, pourquoi pas 100%. Dr Papa Amadou Ndiaye appelle les artisans de la Casamance à s'impliquer pleinement pour la transformation du secteur informel.
Et le Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, le CROUS, a enregistré une baisse de recettes de 40 millions de francs CFA depuis le début de l'année, une perte due aux 29 journées sans ticket organisées par les étudiants de l'UGB. Ils s'invitent dans les restaurants universitaires sans bourse déliée pour exiger la satisfaction de leurs revendications. Et pour ne plus accumuler les pertes, le CROUS a décidé de fermer les restos si les étudiants décrètent des journées sans ticket. Une annonce faite au cours d'un point de presse, le compte-rendu de Diana Batia. Journée sans ticket, un mode de lutte syndicale à l'université Gaston Berger. Les étudiants se restaurent sans payer. Une pratique récurrente qui plombe durement les finances du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, CROUS. Depuis le début de cette année 2021, les 696 heures de journée sans ticket, correspondant à 29 jours où les étudiants se sont restaurés gratuitement, constituent une baisse de recettes internes de près de 40 millions de francs CFA. De même, ces repas étant subventionnés par l'État du Sénégal, ces 29 jours, pour un mois d'ailleurs qui en compte 31, de journées sans ticket équivalent à 360 millions de francs CFA que le CROUS devra payer aux repreneurs qui se sont acquittés de leurs devoirs. Après un avertissement qui a fait l'objet d'un communiqué en 2019, suivi de plusieurs négociations vaines, la direction du CROUS passe à l'action. La direction du CROUS tient à informer la communauté universitaire ainsi que l'opinion nationale de la décision prise d'arrêter toute prestation des restaurants universitaires à chaque fois que les étudiants décideront d'une journée sans ticket. La direction du CROUS se dit toujours ouverte aux négociations avec les responsables des étudiants. Les revendications de ces derniers portent d'abord sur l'arrêt de 2 ambulances du service médical et de 3 chambres froides au niveau de 2 restaurants. Des pistes de solutions sont en vue. Même si tous les 3 ne sont pas fonctionnels, il y a une qui est fonctionnelle, qui fait l'évacuation normale des hommes et mieux. L'ambulance est renforcée d'un véhicule de tourisme. Ils ont parlé, entre autres aussi, donc, des réparations de chambres froides. Là aussi, comme le parc automobile, les chambres froides sont au nombre de 7. À ce jour, il est bien vrai, en fait, donc 3 chambres froides ont des difficultés. Donc, à savoir 2 au niveau du restaurant numéro 1, une aussi au niveau du restaurant numéro 2. Rappelons aussi que ces pannes s'expliquent par la vétusté du matériel. La réfection des allées piétons et l'organisation de la quinzaine de l'entretien et de l'hygiène au niveau des villages font aussi partie des revendications. Le directeur, Papa Ibrahima Faye, assure que plus de 2 km de linéaires sont déjà réfectionnés par le CROUS et qu'il ne reste que 10 mètres à réaliser. Les travaux de construction du lycée technique de Tambacounda sont exécutés à plus de 90%. Reste plus qu'à équiper les laboratoires, les ateliers et les salles de cours pour démarrer les enseignements. Ce lycée technique, qui n'est toujours pas réceptionné, pourrait jouer un rôle important dans l'employabilité des jeunes à Tamba. Tchorodiaï. Bâti sur un espace de 6 hectares avec une capacité d'accueil de 600 élèves et étudiants. Dès qu'il sera opérationnel, le nouveau lycée technique de Tambacounda sera en mesure de former les jeunes dans les différentes filières de la formation professionnelle. Des ateliers qui vont en tout cas faire des formations en électrotechnique, électronique et solaire. Ensuite, en mécanique générale pour faire maintenant des formations en électromécanique pour les sociétés industrielles de la localité. Il y a aussi un autre atelier qui est prévu pour faire les froids, climatisation et plomberie. Donc, le lycée doit servir de passerelle pour ces jeunes de la localité pour qu'ils ne partent pas dans les régions de Dakar et Thiès parfois où il n'y a pas de famille d'accueil pour pouvoir continuer jusqu'à obtenir le diplôme supérieur et rester et travailler ici dans les filières industrielles et dans les filières agricoles aussi que nous allons développer plus tard dans l'établissement. Sorti de terre en 2008, les travaux du nouveau lycée technique de Tambacounda sont en phase de finition. Le chantier n'a pas encore été réceptionné parce qu'il manque encore des équipements. Donc, il n'y a pas encore l'adduction en eau potable. Ensuite, l'électricité encore n'est pas encore venue au niveau de l'établissement. Il se trouve aussi que quand vous venez au lycée, il n'y a pas encore une voie
bien tracé et qui vous amène jusqu'au lycée, parce qu'il y a des gens qui ont occupé et qui ont fait des habitations de manière irrégulière et qui sont en tout cas autour du lycée. Et je pense que là, nous appelons les autorités à venir nous aider vraiment pour assurer vraiment une fois jusqu'au lycée et l'adduction en eau, plus l'électricité et les équipements qui manquent dans les laboratoires, les ateliers et les tables-bancs et les équipements de bureau. Près de 2 milliards investis par l'État du Sénégal pour financer ce projet d'une grande envergure. Le démarrage de ce lycée aura un impact positif sur l'employabilité des jeunes à Tambacounda. Depuis maintenant un certain temps, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a voulu un peu réorienter la formation de notre jeunesse. Les études générales, ce n'est pas mauvais, mais pour vite rattraper notre retard en matière de développement, il faut avoir une jeunesse formée. Et cette formation passe par ces lycées techniques professionnels. Et deuxième volet, pour une région comme celle de Tambacounda, à très forte émigration irrégulière, si nous parvenons à faire démarrer ce lycée, nous pourrons lutter de manière, en tout cas, très organisée contre ce départ de notre jeunesse vers la mer et vers les pays européens. 8 salles de cours, 4 laboratoires, un bloc administratif, des ateliers, une bibliothèque et une salle informatique. Toutes ces installations pour mettre les apprenants dans d'excellentes conditions de travail. Le reportage du jour à présent, le World Hijab Day est célébré ce 1er février. Cette journée a été initiée par une jeune américaine pour lutter contre les préjugés sur le voile islamique, un voile qui a su se faire une place dans la garde-robe de nombreuses femmes. Est-ce un signe de spiritualité ou juste un effet de mode? Ndeye Aïda Dia lève le voile sur le hijab. Je fais tout, hein? Regardez-moi comment je suis habillée. Maïmouna est une bien singulière voilée. Le voile, c'est pas un frein pour moi, en fait. Je fais ce que je veux, je porte ce que je veux moi. Je porte pas des habits spécialement pour voiler. Je porte des habits dont je me sens bien à l'aise dans ces habits-là. Bon, je joue au foot, je salue les hommes, je fais des accolades, des bisous, tout. Je suis la première dans ma famille, du côté de ma mère en tout cas, à avoir mis le voile. Donc voilà, c'était une décision vraiment personnelle. Et c'est après même que mes grandes sœurs, je vous dis qu'elles ont suivi, quoi, disons. Donc voilà, c'était pas une chose qu'on m'a imposée, moi. Liberté choix, le mot est lâché par ces 2 jeunes étudiantes en journalisme. À Dakar, difficile de faire une centaine de pas sans rencontrer une fille voilée. Respect des prescriptions divines ou effet de mode, en tout état de cause, les hijab stores repoussent toujours les limites de la créativité. Là, vous avez le hijab mairie que je porte, qu'on peut également porter en turban, vous voyez ainsi. Et nous avons le hijab mairie en version hijab cérémonie. Là, c'est notre hijab sport pour faire du sport. Et ici, nous avons d'autres créations. Le hijab Oumi, donc, qui porte le nom d'une fidèle amie, Oumi Nour. Et vous avez le hijab Zahra, c'est une perruque donc, que vous pouvez mettre avec un col roulé. Et le easy turban, voilà, très prisé également par les Sénégalaises. Le hijab tendance sous toutes ses formes et ses couleurs pour mieux faire face au regard de l'Occident. J'ai beaucoup voyagé partout en Afrique, même en Asie. Les gens ont toujours admiré la façon dont je portais le voile. Modestie à part, très souvent, c'est des demandes de prise de photos. J'ai même des amies chrétiennes qui m'ont demandé de leur donner des voiles. Vous voyez un peu. Donc, c'est peut-être la façon dont aujourd'hui on a révolutionné le port du voile. C'est devenu plus beau. Les femmes n'ont plus peur de porter le voile parce qu'elles savent que même en portant le voile, elles restent élégantes, elles restent féminines et elles ont leur place dans la société. À l'image de cet élu de la Chambre des représentants de Philippines qui a exprimé toute sa reconnaissance à ses collègues. Depuis 2013, le World Hijab Day est célébré pour véhiculer des valeurs telles que la tolérance, le dialogue culturel et interreligieux. Sa fondatrice a une vision. Ayant grandi dans le Bronx à New York, j'ai vécu beaucoup de discrimination en raison de mon hijab. Au collège, j'étais Batman ou ninja. Quand j'ai intégré l'université après le 11 septembre,
j'étais appelée Osama Ben Laden ou terroriste. C'était horrible. J'ai pensé que la seule façon de mettre fin à la discrimination, c'est de demander à nos consoeurs d'expérimenter elles-mêmes le hijab. Allez, on répond donc à l'invitation de Najma Han, l'américaine, à l'initiative donc du World Hijab Day. Elle avait lancé l'initiative pour lutter contre les stéréotypes qui courent sur le port du voile. Le voile, c'est pratique, surtout si c'est choisi librement. Voilà, Aïdadia qui a donc levé le voile sur le hijab. 500 jeunes du département de Guédiawaye ont reçu leur permis de conduire au terme d'une formation financée par la LONASE. À travers cette initiative, la Loterie nationale sénégalaise promeut l'emploi des jeunes et lutte contre l'immigration clandestine à Wendiaï. La LONASE a lancé cette campagne « Un jeune, un permis ». Cette formation va permettre de faciliter l'intégration des jeunes dans le monde du travail pour éviter l'immigration clandestine. C'est la deuxième fois que le DG de la LONASE m'appuie. Je n'y croyais vraiment pas. Je pensais que ce n'était pas sérieux. On m'a contacté plusieurs fois. Après, ma mère m'a conseillé d'y aller et de me présenter. Après, on m'a appelé et je l'ai rencontré. 500 jeunes de Guédiawaye ont bénéficié de cette formation. Le directeur général de la LONASE compte perpétuer ces actions dans d'autres localités du Sénégal. Cela procède d'une démarche normale et c'est tout à fait naturel qu'un homme politique, quelles que soient les circonstances, soit aux aguets pour essayer au maximum de ses possibilités de trouver des solutions auxquelles ses concitoyens sont confrontés. Et nous comptons la dérouler dans d'autres localités du Sénégal. Un geste salutaire à l'endroit des jeunes, une frange de la population qui demande du soutien. En recevant ces qualifications, ces jeunes pourront éviter l'immigration clandestine. Sport à présent au football, le Cameroun, le Maroc, le Mali et la Guinée en demi-finale du CHAN. Ils ont obtenu leur qualification durant le week-end à l'issue de passionnants quarts de finale qui ont tenu toutes leurs promesses. Le round-up